Le petit déjeuner politique. Le petit déjeuner politique ce matin avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Député de l'Essonne et président de Debout la France. Le coronavirus donc est panique presque aux portes de la France avec des mesures radicales dans le nord du pays de l'Italie, bien sûr. Pour le tout nouveau ministre de la Santé Olivier Véran, la France se prépare à une situation d'épidémie. Est-ce que avec le renforcement des hôpitaux, etc., est-ce que le gouvernement prend des mesures nécessaires selon vous ? Indispensable. Ouais. Qu'aurait d'ailleurs dû prendre, avant de partir, de déserter Madame Buzyn, qui était ministre de la Santé. J'ai pas très bien compris d'ailleurs, quand on est ministre de la Santé dans ces circonstances, pourquoi le gouvernement l'a exfiltré. Bon, ça c'est une autre affaire. Moi j'étais l'un des premiers, il y a maintenant bien longtemps, parce que tout simplement des médecins m'avaient alerté, des médecins de Debout la France, sur le fait qu'il ne fallait pas prendre cette épidémie à la légère et qu'il y a des mesures indispensables à prendre, à anticiper. Et il y en a une notamment à plus long terme, mais j'en parle parce que c'est un grand silence dans notre pays là-dessus. Et j'en avais parlé il y a 10 ans, c'est le scandale de la délocalisation de la fabrication des médicaments. Vous savez que la plupart des principes actifs, c'est-à-dire le cœur de nos médicaments, sont fabriqués en Chine ou en Inde. Ouais. Et l'ampleur de l'épidémie en Chine pose des problèmes d'approvisionnement à terme. Il faut d'urgence, au moins que cette épidémie nous permette de tirer les leçons de cette fragilité que nous avons. Il faut absolument qu'à terme, il y ait un vrai plan de relocalisation. Ça fera de l'emploi. En plus, c'est la sécurité sociale quand même qui paye les médicaments. Ouais. Et je trouve ahurissant que dans notre pays, on n'ait jamais posé le débat de la production des médicaments sur notre sol. C'est comme la production en fait en général aussi, quoi. Bien sûr, oui, face aux délocalisations. Sauf que vous vous apercevez que, par exemple, il y a des pénuries de masques. Vous vous apercevez que c'est la Chine qui produit une grande partie des questions de santé, de tous les produits de santé, et que si la Chine en a besoin avant nous, elle le réservera pour les Chinois et on ne pourra pas lui en vouloir. Donc, je voudrais si je puis dire, qu'on tire les leçons en amont. Par ailleurs, il faut être très vigilant sur le contrôle des frontières. J'avais demandé déjà il y a 1 mois qu'on soit beaucoup plus vigilant sur le contrôle des frontières. On n'empêchera pas de passer des choses, mais il faut quand même sensibiliser davantage nos concitoyens sur tous les symptômes et puis rendre très accessibles les tests. Alors il faut les rendre sensibles. Beaucoup plus facilement accessibles. Oui. Les citoyens, sans céder aussi à la psychose, à la panique. Mais c'est ce qu'avait bien fait Agnès Buzyn dans un premier temps. Ça, il ne risquait pas d'y avoir de panique, il n'y avait pas grand-chose. Oh non, mais attendez, il y avait des mesures de prise. Non, on était le seul pays, quand on arrive à Roissy de Chine, où il y avait une affichette et où il n'y avait rien. Donc, non. En revanche, je crois au contraire... Mais vous vouliez quoi, vous ? Nous avions fait un plan en 5 points avec notamment un formulaire de traçabilité qui se fait dans des pays où avant d'atterrir dans l'avion, comme vous remplissez, où vous avez été pendant 14 jours pour qu'on sache. Ce qui est très important, c'est de savoir d'où viennent les gens. Il ne s'agit pas d'être coercitif. Il s'agit de mettre en place un système de traçabilité. Et je l'avais demandé il y a 1 mois. Encore une fois, c'est pas céder à la psychose ni affoler que de prendre les bonnes mesures. Il faut un juste équilibre. Il ne faut pas affoler les gens. Il faut en revanche qu'on essaye d'être prêt, s'il y avait le cas italien, d'être prêt à confiner les gens, c'est une responsabilité, c'est pas facile. Sur nos relations avec l'Italie, alors qu'est-ce qu'il faut contrôler faire nos là frontières, ce que demande M. Ciotti ce matin, je l'avais demandé il y a 1 mois, il faut contrôler nos frontières, être beaucoup plus... Alors de toute façon, d'une manière générale, à la frontière, un document de traçabilité, tout simplement. 14 jours, vous rentrez en France, vous expliquez où vous avez été dans les 14 précédents jours. Dans les aéroports et les trains également. Trains, partout. Écoutez, si on peut prévenir, ça serait quand même mieux que guérir. Dernier point qui me paraît quand même important, tout le monde dit tout va bien, moi je vois l'état de nos hôpitaux. C'est pas tant le coronavirus, parce que je pense qu'il ne faut pas affoler nos concitoyens, c'est pas la grande peste. C'est pas ça qui m'inquiète, moi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état de notre système hospitalier. Nos hospitaliers sont déjà totalement débordés. On a réduit des lits de manière scandaleuse depuis des années et on continue à baisser les budgets, contrairement à ce qui a été dit par le gouvernement. Et donc, si nous avions une épidémie, il faut être en capacité de l'absorber. Ça veut dire avoir les chambres libres. C'est plutôt ça le problème, c'est un problème matériel. Le ministre de la Santé, vous lui faites confiance, Olivier Véran, c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Il l'étend à 70 hôpitaux. Oui, mais Monsieur Véran est nouveau, alors tout le monde dit c'est formidable. Mais c'est pas, en tout cas, je dis que nos médecins
nos infirmiers, nos aides-soignantes sont admirables, mais sont totalement débordés aujourd'hui alors qu'il n'y a pas d'épidémie. On peut donc s'interroger sur l'urgence à rouvrir des lits. Tiens, hier, je passais, c'est une anecdote, mais je passais à Paris devant l'ancien hôpital des armées, le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce. Et je me disais quand même, on a fermé cet hôpital, il est toujours vide, qui était un hôpital d'excellence. On manque de lits. On voit qu'en Angleterre, Boris Johnson va construire 50 nouveaux hôpitaux. Et nous... voilà, on laisse un hôpital magnifique, il fallait le moderniser, il fallait investir. Est-ce qu'un jour, en tout cas nous à Debout la France, on souhaite que la santé ne soit plus le parent pauvre, qu'on investisse dans la santé et malheureusement l'épidémie du coronavirus va nous y obliger, je l'espère. Oui. Sans trop de dégâts. Bon, vous serez ce matin au salon d'agriculture. Est-ce que vous croyez que vous serez bien accueilli par les agriculteurs ? Oui, je les défends depuis tant d'années. Comment vous les considérez ? Parce que certains disent oui, mais il se veut avant tout l'ami des animaux, le candidat des animaux. Les agriculteurs aiment le bien-être animal. Oui, mais les agriculteurs aiment les animaux. Les vrais agriculteurs, ceux de terrain. Oui, bien sûr. Il n'y a pas à opposer l'un ou l'autre. Moi, je suis, et je l'ai dit aux agriculteurs, pour une moralisation des abattoirs, car ce qui se passe dans nos abattoirs est un scandale. J'ai fait une proposition de loi contre l'abattage rituel pour qu'on étourdisse tous les animaux. Et si aujourd'hui, il y a un courant dans l'opinion qui se méfie de la viande, c'est parce qu'on a laissé le Far West dans les abattoirs. Et je considère que la meilleure façon de défendre nos éleveurs, c'est de moraliser la chaîne des abattoirs. Donc moi, je ne suis pas anti-viande du tout. Vous étiez justement pour la vidéosurveillance dans l'ensemble des abattoirs. Et vidéosurveillance, je suis pour l'étourdissement. J'ai d'ailleurs fait un énorme travail à l'Assemblée, j'ai reçu les représentants du culte pour leur expliquer qu'on devait pouvoir trouver un compromis. J'ai fait une proposition de loi sur la traçabilité. Je trouve insupportable quand on achète de la viande de ne pas savoir si elle est halal, cachère ou étourdie. Et c'est quand même la moindre des choses. Et je dis aux agriculteurs, et je leur dirai sans cesse, que s'ils veulent assurer la survie de la profession, il faut comprendre l'aspiration des Français à avoir des bonnes conditions d'abattoir. Il faut pas, comment dire, faire la politique de l'autruche. C'est pas incompatible. Et entre nous, le vrai danger aussi, ce sont les importations. Monsieur Macron... mais on va pas fermer les frontières pour tout quand même. Attendez. Si, quand Emmanuel Macron nous fait un discours écolo au salon de l'agriculture et en même temps a signé le CETA qui importe des produits du Canada où sont autorisés 42 pesticides interdits en France, on ne peut pas demander à nos agriculteurs de respecter des normes si au même moment on importe des produits qui ne les respectent pas. Ça me paraît un élève de primaire est capable de comprendre ça. Donc je ne dis pas qu'il faut une forteresse, je dis qu'il faut que les produits importés respectent les normes européennes. C'est le B à bas. Sinon, il ne faut pas signer ces accords. Nicolas Dupont-Aignan, les retraites, le 49.3 semble inéluctable. La faute à qui, selon vous ? Mais attendez, moi j'ai siégé toute la semaine. Pas ce week-end, je le reconnais. J'ai siégé toute la semaine, jusqu'à minuit. Je suis beaucoup intervenu. On a soulevé des lièvres, si je puis dire. C'est-à-dire que plus la discussion avance, grâce aux amendements, on découvre des trucs incroyables. Oui, et les miens aussi. Moi, j'en ai déposé 80, le Parti Socialiste, les Républicains. Il n'y a pas que la France Insoumise. Le gouvernement, crée une sorte de roman, feuilleton, avec la France Insoumise, pour dire, voyez les méchants, l'obstruction, donc il faut que ça passe vite. Ah oui, ça, il veut que ça passe vite. Et je vais vous dire pourquoi il veut que ça passe vite. Parce que tout au long de la discussion, quand on creuse, il n'a pas les réponses. Sur le nouveau régime spécial pour les très riches, qui ne vont pas cotiser, et il va y avoir un nouveau déficit de 4 milliards pour le régime général. Alors là, j'ai posé 15 fois la question, sans avoir la réponse. C'est impressionnant de voir à quel point on nous présente une réforme qui n'est pas financée. D'ailleurs, les discussions ne sont pas au Parlement pour le financement. Bon, comment ça va se terminer ? Il faut un référendum, le 49.3 il faudrait une suspension, là, pour que le gouvernement règle le problème du financement. Est-ce que vous avez acheté un appartement, par exemple, sans savoir ce que vous aviez en banque et quel était le taux d'intérêt du contrat de prêt ? Non. Nous, on nous fait débattre d'une réforme des retraites au Parlement, alors même que le gouvernement, à chaque fois qu'on demande combien ça coûte, comment ça va être financé, etc., il nous dit « Ah non, ça c'est une discussion qui a lieu ailleurs. » Ah, ça c'est jamais vu. Quand on examine un texte, on examine un texte. Donc moi je demande le report après les municipales, je demande qu'on ait le temps
de le faire, parce que c'est une réforme qui va décider de la vie de nos concitoyens qui aujourd'hui travaillent et qui demain auront des retraites de misère si cette réforme passe. Le gouvernement évidemment veut passer en force parce qu'il veut dissimuler aux Français la gravité de la baisse des pensions. Nicolas Dupont-Aignan, le procès Fillon, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce procès? J'attends que justice soit faite parce que je suis respectueux de l'état de droit. Je m'interroge sur le calendrier politique, c'est-à-dire c'est extraordinaire. De la date de ce procès? L'affaire Fillon, c'est quand même extraordinaire. Affaire Fillon, juste avant la présidentielle. Il n'y a pas eu d'affaire Lang sur les costumes de Monsieur Lang, il n'y a pas d'affaire sur beaucoup d'autres gens. Donc voilà. Je ne préjuge pas de culpabilité, pas culpabilité. Je ne rentre pas dans le fond de l'affaire. Mais juste avant la présidentielle, après plus rien. Et puis tiens, juste avant les municipales, la grosse cavalerie sur l'affaire Fillon. Vous accusez la justice d'être aux ordres pour fixer en fait, la date du procès. Bien sûr. Attendez, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Faut arrêter. Ah bon? Mais faut arrêter. Mais vous êtes naïfs, c'est pas vous. Quand même, s'il y a visé de la vie politique depuis si longtemps. Non, écoutez. Alors là, les grosses cavaleries la justice sur est indépendante. Hein. Ah oui, très indépendante. Ben, je ne le crois pas, figurez-vous. Dans d'autres pays, la justice n'est plus indépendante. Et quand le parquet financier aura tant de zèle, sur des personnalités de la majorité, eh bien vous reviendrez me voir. Moi, vous le savez, je ne préjuge pas de l'affaire Fillon, je ne défends pas spécifiquement. J'ai toujours dans cette affaire été très neutre. Vous avez vu dans la majorité présidentielle, François Bayrou, il y a eu l'enquête qui a été lancée, et puis donc il n'est plus ministre. C'est curieux, il n'y a pas de procès juste avant les élections. Bon, un mot aussi, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, Yacine Bellatar qui s'en est pris à Jean Messia du Rassemblement National, en traitant de tête de chameau. C'est une insulte ou alors c'était une formule comme une autre, quoi Écoutez, c'est les caniveaux de la politique, j'ai pas envie d'en parler. Bon, bah voilà, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, parce que Nicolas si vous voulez, Dupont-Aignan. La vie politique, quand même, comprenez. Enfin, moi, j'ai encore vu sur les marchés ce week-end, tout est fait pour dégoûter nos concitoyens, et ce faisant, c'est un peu pervers, c'est de faire passer l'idée que rien d'autre n'est possible que de subir cette politique. Ben moi, je dis aux Français qu'il y a d'autres voies, qu'il y a des gens sérieux en politique, on les entend moins, mais ils sont sérieux, il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres solutions. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on sorte de la Macronie le plus vite possible. Voilà. Le mot de la fin, donc, avec Cécile de Ménibus. Oui, Jean-Christophe Lagarde de l'UDI et Fabien Roussel du Parti communiste français appellent à accorder l'asile politique au fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Est-ce que vous êtes d'accord? Je l'ai demandé je l'ai demandé depuis longtemps avec Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, qui était ma deuxième de liste aux européennes, qui a été très courageuse aussi. Ce serait l'honneur de la France. Quand la France était libre et indépendante, elle aurait osé faire cela. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui on ne le fait plus? Parce que M. Macron est le petit agent des différentes puissances. Il n'a pas la même vision qu'avait le général de Gaulle, qui, vous savez, est mon... s'il est l'agent des petites puissances, vous savez, en fait, des grandes puissances, il pourrait quand même... petit télégraphiste. Face à Donald Trump et aux États-Unis, au contraire. Oui, mais ça veut dire... Mais justement, il devrait. Mais ça veut dire à quel point... Si on raisonne, vous savez, il y avait le débat sur les retraites, je ne veux pas être long, mais c'était intéressant, on a ressorti des textes de 46, 75 ans, où il y avait la volonté d'élever le niveau de vie de nos compatriotes, il y avait un idéal de progrès social et politique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision, et moi, ce que je voudrais pour les mois qui viennent, c'est qu'on remette de la vision. Oui, ce serait l'honneur de la France, mais vis-à-vis du monde entier, de dire Assange à sa place, ici, parce qu'il a révélé des choses, des méthodes d'espionnage au détriment de notre pays. Voilà, ça aurait de la gueule. Mais il y a tellement de gens qui craignent dans l'oligarchie française, les Wikileaks, que je peux vous dire qu'il n'est pas arrivé à Assange à Paris. Merci Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. C'était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur le coronavirus, justement, en Italie, 149 cas avérés. Le carnaval de Venise annulé. On en parlera avec un député de La République En Marche des Alpes-Maritimes. Restez avec nous, 7h57. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.